Bonjour à tous, donc on va commencer. Bienvenue au webinaire organisé conjointement par HRPass et Primobox sur la transformation de la fonction RH. Donc là on va utiliser, comme vous avez vu, le GoToWebinar. Donc pour vous accompagner aujourd'hui dans ce webinaire, vous allez avoir des personnes à la fois d'HRPass, qui est l'organisateur du webinaire, et de Primobox. Donc en fait, pour vous accompagner, on sera 3 aujourd'hui. Donc moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Vous aurez également Jean-Christophe Bernard, qui est business developer pour Primobox. Bonjour. Et Marc Dédéi, qui est directeur associé pour UniverPay, qui est une des sociétés du groupe HRPass, qui répondra à vos questions un peu plus tard. Bonjour. Donc très rapidement, je vais vous parler un petit peu d'HRPass pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise. Donc HRPass, c'est le spécialiste des solutions RH. Donc on est présent majoritairement en France, mais également dans d'autres pays à l'international, donc sur 13 pays. Le groupe HRPass aujourd'hui, c'est 500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 60 millions. On est présent depuis 15 ans en fait sur le marché et nous avons aujourd'hui 900 clients. Donc vous connaissez peut-être HRPass sous certaines de nos marques. Donc aujourd'hui, le webinaire est organisé par UniverPay, donc qui est la marque qui porte l'outsourcing et la paye en général. Mais nous avons également d'autres marques sur l'un de nos 4 métiers. Donc notre premier, c'est le métier de conseil RH, donc on appelle consulting. On fait également de l'externalisation, de l'intégration, et on a également des logiciels en propre. Donc on travaille en fait sur toutes les briques de la fonction RH et on est partenaire des principaux éditeurs du marché. Donc Jean-Christophe va vous parler un petit peu de Primobox. Alors pour ma part, je travaille chez Primobox depuis 6 ans. Je suis en charge du développement commercial de notre offre de digitalisation dédiée aux ressources humaines. Et donc depuis 2006, nous entamons notre 10e année d'expérience. Nous accompagnons plus de 120 clients, PME et grands comptes, en France et à l'international, dans la digitalisation de leurs échanges documentaires et process avec leurs tiers. Donc quand je parle de tiers, c'est avec les salariés, les clients et les fournisseurs. Et c'est assez particulier et assez unique sur le marché puisque nous sommes à ce jour le seul prestataire à proposer une offre globale de digitalisation qui va couvrir les problématiques des différents métiers de l'entreprise. Donc le métier RH à travers notre offre qui s'appelle Démat RH, qui est dédiée à tout le service RH, le service financier avec notre offre Démat VT, tout ce qui est dématérialisation fiscale, et le service, les métiers du commercial avec notre solution EasySign. Nous avons également une solution de coffre-fort électronique qui elle est dédiée aux collaborateurs et on y reviendra un petit peu plus tard. L'ensemble de l'expertise de Primobox s'appuie aujourd'hui sur un réseau de partenaires technologiques et commerciaux. Alors au niveau technologique, puisqu'on propose des solutions globales sur le métier de la dématérialisation, on va intégrer des briques telles que l'archivage dit à valeur probante à travers un partenariat avec la Caisse des dépôts, CDCR Kineo, des notions de signature électronique avec des autorités de certification telles que l'Expersona et puis OpenTrust, et puis effectivement sur plus un relais commercial, on travaille entre autres avec HRPass. Merci beaucoup. En fait, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires que nous avons initiés, qui sont au nombre de 3. Donc on va se voir 3 fois, je dirais, sur à peu près les mêmes horaires. Donc le premier, vous allez l'entendre, va traiter de la transformation digitale dans l'entreprise. Et les 2 prochains seront plus des exemples de mise en place de transformation digitale. Donc le prochain, ce sera sur l'approche de l'externalisation par le digital. Et le dernier sera sur le projet de dématérialisation. En fait, on va organiser ce webinaire en 3 parties. On va vous parler d'abord de la préparation de la transformation digitale. Ensuite, on vous parlera plus concrètement des outils SaaS au service de la transformation digitale et un petit peu les best practices pour la mise en place de la transformation digitale RH.
Bon, on va essayer de rendre ce webinaire un petit peu interactif. Donc je vais lancer un sondage en fait pour voir pour vous en fait quels sont les facteurs déterminants de la transformation digitale. Donc là, si vous pouvez commencer à voter. Donc en fait, bon, pour savoir pour vous en fait quels sont les éléments qui déclenchent en fait une mise en place de transformation digitale. Est-ce que c'est plutôt le coût, donc les éléments financiers? Est-ce que c'est plutôt pour répondre aux besoins des salariés? Est-ce que c'est plutôt pour rechercher de la performance, donc une productivité plus importante? Ou bien si pour vous c'est les trois à la fois? Donc je vous laisse voter. Bon, je pense que c'est bon, donc je vais fermer le sondage. Donc en fait, la majorité des gens sont plutôt sur le coût ou sur la recherche de la performance et pas tellement finalement pour satisfaire ses salariés. Donc je vais fermer le sondage. Et donc on va avoir la réponse à notre question. Alors, avant de se lancer sur la préparation à la transformation digitale, et en particulier dans les RH, on va faire un petit zoom sur la transformation digitale de l'entreprise de manière générale, puisque vous n'avez pas pu passer à côté. Hein, la transformation digitale, c'est un petit peu la tendance du moment, c'est une sorte de buzzword. Hein. Je vous invite à taper transformation digitale dans Google et vous allez voir le nom faramineux de résultats. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque? Il faut savoir que la transformation digitale de l'entreprise, c'est une mutation profonde, puisqu'elle concerne à la fois les hommes, les organisations, les pratiques managériales et la culture d'entreprise. Elle touche tous les métiers et elle modifie complètement nos modes de travail, de pensée et nos pratiques business. Et comme cette transformation touche toute l'entreprise, c'est une formidable opportunité pour la fonction stratégique que représente le service des ressources humaines d'accompagner l'entreprise sur ce chemin. Mais avant d'accompagner l'entreprise sur ce chemin, le service RH et la fonction RH doivent avant tout se transformer aussi eux-mêmes. Et donc pour ça, aujourd'hui, que vous soyez directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, il faut se renseigner auprès de pairs, auprès de sociétés qui ont déjà mis en place ces solutions de dématérialisation. Il faut se former en tant que RH pour pouvoir former ensuite ses collaborateurs. Et puis dans un dernier axe, bien sûr, s'outiller, se doter d'outils qui vont permettre de passer à la transformation digitale. Aujourd'hui, plusieurs facteurs, plusieurs leviers de cette transformation digitale. Le premier levier, très concrètement, il est technique et technologique. Il y a une étude du CREDOC, hein, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui est parue fin 2015, novembre, qui nous dit que 92% des Français sont aujourd'hui dotés d'un téléphone mobile, que 80% des Français ont un ordinateur à la maison, et que 83% d'entre eux disposent d'une connexion Internet à domicile. Donc on a concrètement aujourd'hui une vraie culture numérique dans le monde du particulier et dans le monde de l'entreprise. On a une expansion des nouvelles technologies de communication et d'échange dites numériques, hein, vraiment cette accessibilité au numérique. Et puis on a également des nouveaux modèles basés notamment autour du SaaS, hein, avec l'avènement du SaaS dans les années 2000, qui permet aujourd'hui de déployer des solutions dites collaboratives. Le deuxième levier, il est plutôt social et comportemental. Alors, en effet, si on fait un petit focus sur les RH, il faut savoir que le texte fondateur, c'est la loi de mai 2009 sur le bulletin de paie électronique. Et si on remonte jusqu'à aujourd'hui, avec le projet de loi de El Khomri, on s'aperçoit qu'on passe au début des années 2000 au droit à la dématérialisation, à aujourd'hui un devoir de dématérialiser. Donc on a véritablement un changement des habitudes et véritablement une culture numérique qui est très présente. Il y a un sondage Ipsos qui est paru pareil en décembre 2015 sur un échantillon de 13 600 collaborateurs où on apprend que 63% d'entre eux pensent que leur entreprise est au même niveau ou en retard que celle de leur secteur. Et on pense aussi que 73 de ces salariés se disent familiers avec le digital dans l'univers personnel. Donc c'est vraiment les salariés sont véritablement demandeurs à ce jour et c'est un levier très important de cette transformation digitale.
Le troisième levier, il est organisationnel, avec les nouveaux modes de collaboration. J'en parlais avec le mode SaaS, mais également avec la refonte des organisations des entreprises qui, pour s'adapter à ce nouveau contexte, doivent repenser leur organisation. Alors, voilà, c'est vraiment les trois facteurs qui sont vraiment importants et qui amènent cette transformation digitale. Alors maintenant, la question pourquoi changer, j'y ai un peu répondu, c'est d'une part parce que c'est le sens de l'histoire et parce que c'est une nécessité aujourd'hui pour les entreprises pour survivre et rester compétitives sur leur marché, et c'est également une opportunité énorme pour les RH d'adopter une nouvelle posture dans cette entreprise et de passer de directeur des ressources humaines ou de gestionnaire des ressources humaines à un véritable développeur de richesses humaines, d'apporter plus d'efficacité aux équipes, que ce soit aux équipes transversales dans l'entreprise ou au sein du service RH. C'est également d'être un impulseur de confiance, un accompagnateur du changement pour former les collaborateurs et d'être le garant du bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Donc changer pour optimiser les processus RH, pour apporter plus d'efficacité aux équipes, pour renforcer la marque employeur et optimiser les échanges entre les RH et les collaborateurs. Ce qui est très important, c'est que le digital, c'est un formidable outil pour la fonction RH, mais qu'il doit toujours être vu comme un moyen et pas comme une fin en soi. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce pourquoi il faut changer. Maintenant, quand on a dit ça, on se pose la question de quelle est la maturité des entreprises. Où en est le changement? Alors, je vais vous donner quelques repères sur ce degré de maturité. Je vous disais tout à l'heure que la transformation digitale touche tous les métiers, toutes les fonctions, et la digitalisation RH, elle aussi, elle touche tous les secteurs des entreprises. Alors, tous les secteurs d'activité, on a notamment une enquête de Marques qui nous apprend que 60% des DRH, tous secteurs confondus, placent la digitalisation de la fonction RH comme un enjeu clé sur les années à venir. Il faut aussi s'adapter ou repenser son organisation, mettre en place ou faire évoluer des nouveaux process. Là, il y a une étude également de l'organisme de formation Youno, que vous connaissez peut-être, sur la transformation digitale RH, qui est parue en février 2016, donc auprès de 2200 interlocuteurs RH qui représentent 750 entreprises, et on y apprend notamment que 95% des personnes interrogées jugent important, voire très important, l'impact de la transformation digitale sur leur métier. Et que c'est même pour 94% d'entre eux une véritable opportunité pour l'organisation. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont assez marquants et qui sont même très impressionnants au niveau des retours de stats. Et le dernier point, c'est l'évolution du management, puisque selon cette même étude, 63% pensent que la digitalisation et le digitage valorisent le service apporté par la fonction RH. Donc ce qu'il en ressort aujourd'hui, dans la maturité des entreprises, c'est que la digitalisation et la transformation de la fonction RH, c'est une réalité, que c'est très positif et que ça devient même une nécessité. Alors, quand on a dit ça, maintenant, c'est la question, on vous la pose, est-ce que vous êtes prêts? Alors, il y a des questions à se poser, hein, et notamment, il faut savoir identifier quels sont les principaux freins. Est-ce que je mène cette transformation avec des adaptations ponctuelles par rapport aux outils qui sont en place, ou est-ce que j'entame une véritable réflexion plus globale, avec une volonté stratégique, en établissant des conditions et des actions coordonnées et claires, d'avoir un véritable plan d'action digital au niveau de l'entreprise et en particulier au niveau du service RH. Deuxième question, est-ce que j'avance à marche forcée ou est-ce que j'implique les équipes? Il faut savoir que cette composante, c'est la composante culturelle, c'est le principal frein évoqué aujourd'hui dans la digitalisation RH. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que vous avez le rôle en tant que responsable RH d'acculturer les collaborateurs au digital, de les accompagner, de les rassurer et de les former. Vous êtes ceux qui vont promouvoir et accompagner l'entreprise dans la digitalisation. Et c'est également une nécessité d'impliquer les parties prenantes. Donc quand je dis les parties prenantes, ce sont les managers, les sponsors, les comités d'entreprise, les représentants du personnel, l'ensemble des collaborateurs qui vont être impactés par ces nouvelles méthodes de travail. Et puis le troisième point, et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que je choisis un outil et je modifie mon organisation ensuite, ou est-ce que j'en profite pour repenser mon organisation pour choisir un outil qui va correspondre à mon besoin? Là encore, l'organisationnel, c'est le deuxième frein potentiel.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises fonctionnent avec une hiérarchie dite un petit peu pyramidale, hein, une organisation en silo. Et c'est vrai que cette organisation-là, elle est peu compatible avec l'organisation des entreprises aujourd'hui qui sont à la pointe de l'innovation et qui ont entrepris des démarches de transformation digitale. Il est souvent nécessaire de repenser son organisation pour réussir complètement une transformation digitale. D'autant plus que les outils qui sont proposés aujourd'hui par les différents acteurs permettent d'avoir concrètement des solutions qui correspondent à une organisation. C'est plus je prends un outil et je m'adapte, c'est j'ai mon organisation et je veux un outil qui va pouvoir, lui, s'adapter et correspondre véritablement à mes besoins. Donc tout ça, effectivement, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit réfléchi. Alors, une fois qu'on a répondu à cette question, hein, c'est comment je m'y prépare, quels sont les freins potentiels, et une fois que j'ai identifié ces différentes problématiques, la question c'est, ok, mais par quoi commence-t-on? Comment phaser cette digitalisation de la fonction RH? Alors, ça dépend majoritairement aujourd'hui de la maturité de l'entreprise et de sa stratégie. Je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui, mon besoin, c'est renforcer ma marque employeur pour fidéliser mes salariés? Est-ce que c'est d'attirer les meilleurs talents parce que je suis une société dans un domaine ultra concurrentiel? Est-ce que c'est améliorer la communication avec mes salariés? Parce qu'aujourd'hui, quand ils ont une demande à faire, c'est un canal mail, c'est un canal papier, on ne leur répond pas forcément rapidement. Est-ce que effectivement le digital peut me permettre d'accélérer ces échanges? Est-ce que je veux optimiser le traitement documentaire et réduire du coup les délais de traitement et les coûts inhérents? Est-ce que je veux sécuriser le patrimoine documentaire RH de la société? Donc toutes ces considérations-là, elles sont regroupées à travers 3 priorités majeures qui sont d'ordre soit financière, soit organisationnel, soit en termes d'innovation, d'image et de différenciation par rapport à mes concurrents. Alors un exemple très concret, on a des clients dans le domaine de l'intérim et des forces de vente supplétives qui voient en la digitalisation un moyen de répondre à un enjeu juridique et financier. Vous savez très bien que dans le domaine de l'intérim, aujourd'hui, pour pouvoir, si je veux être conforme en tout cas et en règle, il faut que le salarié qui commence sa mission ait signé un contrat, et le jour où j'ai un problème, moi en tant qu'employeur, il faut que je puisse prouver que fournir ce contrat signé. Et donc la problématique de ces typologies d'entreprises, c'est qu'elles ont très peu de retours de contrats signés sur ces process papier, parce que le salarié ne le renvoie pas forcément, parce qu'il l'a reçu par mail, qu'il l'imprime, qu'il faut qu'il le signe, que le contrat, s'il est signé, il est remis au manager, mais il remonte rarement après au siège. Donc toutes ces problématiques-là font que ces sociétés se retrouvent avec des litiges, avec des requalifications de contrats CDD en CDI, et donc derrière, ça engendre forcément un impact financier et un risque juridique. Donc par exemple, la réponse ici, ça va être l'utilisation de la signature électronique qui va permettre d'accélérer le délai de signature, d'augmenter le taux de transformation pour récupérer plus facilement les contrats, et également de pouvoir, à défaut contrairement au papier, d'avoir une visu sur le suivi des contrats. Je sais combien de contrats sont partis, je sais combien sont revenus, je sais combien parce qu'on a la possibilité d'effectuer également des relances, de relancer, je sais combien sont dans la nature, combien sont revenus, et donc d'être proactif, contrairement au papier où lorsque c'est envoyé, c'est envoyé, et puis après il faut utiliser son téléphone pour relancer les gens. Donc une fois qu'on a fait ça, et qu'on a défini sa priorité, derrière il faut définir une stratégie opérationnelle pour mettre en place cette solution. Alors, généralement, cette partie d'accompagnement, de mise en place, elle se fait en collaboration avec le prestataire de digitalisation qui est là pour vous accompagner. Mais en amont, il faut que vous aussi, vous puissiez vendre le projet en interne, impliquer les managers, les personnes qui vont être, par exemple, dans le cas que je présentais au service recrutement, impliquer ces gens-là, les former, et puis en aval, donc avec le prestataire, se faire accompagner, communiquer auprès des futurs utilisateurs. Donc on a vu les utilisateurs internes, mais il faut aussi communiquer auprès des utilisateurs externes qui sont les salariés, leur expliquer comment ça marche. Donc dans cette stratégie opérationnelle, très important, communiquer, former, accompagner.
Alors voilà pour cette première partie, hein, l'objectif étant d'avoir fait un petit peu un zoom sur la transformation digitale et de bien comprendre qu'il est nécessaire de se poser, de repenser son organisation, d'analyser ses besoins avant de se lancer dans la recherche d'une solution. Alors généralement aujourd'hui on a beaucoup d'outils SaaS, peut-être la deuxième partie, les outils SaaS au service de la transformation digitale. L'outillage ou le changement en tout cas de l'outillage technologique intervient toujours dans une seconde phase. Hein. Si on considérait le fait de se doter d'outils digitaux avant cette première phase que l'on a vue ensemble, c'est concrètement un facteur d'échec. La digitalisation correspond à un outil, la transformation digitale correspond à une réflexion. Donc une fois qu'on a dit ça, on va répondre à la question suivante, pourquoi le SaaS? Pourquoi se doter d'un outil en mode SaaS? Alors, premier élément de réponse, c'est parce que le SaaS, c'est l'avantage du logiciel sans les inconvénients. On limite en effet les impacts sur le SIRH, vous n'avez rien à installer, on est sur des accès full web. Le SaaS, c'est aussi l'adaptabilité et la mutualisation. Et puis, dernier point très important, on limite les investissements à l'entrée, puisque on n'est pas sur comme vous le savez, sur de l'acquisition de logiciels, on va être sur des abonnements, des locations, quelque part, de solutions informatiques. Alors, il y avait une étude qui avait été faite en 2015 par Marques et qui était très intéressante, qui nous disait que 80% des décideurs RH interrogés en 2014 se disaient familiers avec le mode SaaS, contre 42% en 2011. Et donc là, on voit bien, justement, je parlais de ce modèle SaaS et des nouvelles opportunités que cela représente dans la transformation digitale, que concrètement, quand on a un projet de dématérialisation et de digitalisation de la fonction RH, dans 80%, 90% des cas, on va se tourner vers des solutions en mode SaaS. Alors, autre raison, c'est que le SaaS permet un déploiement rapide, maîtrisé. On parle chez Primobox en tout cas de solutions plug and play. Alors effectivement, rien à installer, mais c'est surtout qu'on a des solutions qui peuvent être implémentées très rapidement, et avec un ROI aussi assez transparent et rapide en termes de retour, puisque ça c'est des choses qu'on va pouvoir quantifier dès le départ, avant le projet, et si on prend l'exemple de la dématérialisation du bulletin de paie, de se fixer des objectifs qui vont permettre de faire un ROI rapide et dès la première année. Le SaaS, c'est aussi l'évolutivité, puisque les solutions en tout cas que l'on propose sont à la fois globales mais évolutives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer différents modules qui vont répondre à votre besoin à l'instant T. Enfin, le SaaS, alors tout le monde parle du SaaS, mais c'est vrai que je vais redonner la définition de l'acronyme, c'est que c'est bien le Software as a Service. Donc, outre le fait d'avoir une solution technique, c'est aussi, grâce au prestataire, d'avoir une dimension de service, d'avoir du conseil, et également des engagements que l'on verra ensuite, notamment en termes de conformité par rapport au cadre légal existant. Pour moi, le SaaS, ça vous permet de travailler avec le prestataire, enfin du coup avec un partenaire plus qu'un prestataire, et ça c'est vraiment important. Dernier point concernant le SaaS, il faut savoir que le mode SaaS a permis concrètement la démocratisation des solutions de dématérialisation pour les PME. On parle de transformation digitale, mais si on parle de la dématérialisation des factures, enfin ça existe depuis 20 ans, sauf que depuis 20 ans, ceux qui ont lancé ces projets-là, ce sont seulement les grands comptes, et même les très grands comptes, et que le SaaS a permis de démocratiser toute cette digitalisation et l'accès à toutes ces solutions pour les PME. Alors on a choisi de faire d'illustrer en tout cas par l'exemple, avec deux solutions en mode SaaS, une pour dématérialiser les envois RH de masse, donc qui correspondrait à un besoin effectivement de dire aujourd'hui ça prend beaucoup de temps, on imprime beaucoup, on envoie par la poste et derrière il faut classer. L'idée ici c'est que de manière très rapide, on peut mettre à disposition une solution dans laquelle les utilisateurs habilités au niveau RH peuvent se connecter, uploader des documents et effectuer en l'espace de 4 clics à la fois l'archivage, le classement automatique au sein de dossiers collaborateurs et le dispatch
aux salariés de ces documents s'il y a besoin, soit dans des coffres-forts électroniques, soit par voie postale. Là encore une fois, l'idée c'est de ne pas sortir complètement le papier. Le papier reste une réalité et notamment en ce qui concerne le bulletin de paie électronique, si on se réfère au cadre légal à ce jour qui reste la loi de mai 2009, vous ne pouvez pas imposer le bulletin de paie électronique. Donc soit je reçois un bulletin de paie électronique, soit je reçois un bulletin de paie papier en fonction de mon choix en tant que collaborateur. Et donc là, on vous apporte une solution globale. Donc transmission, dématérialisation, archivage et diffusion. Alors on pourrait y revenir ensuite, mais c'est vrai que le coffre-fort électronique va faire partie de toute cette chaîne. Une solution destinée à l'entreprise, donc qui est la solution au centre du slide qui s'appelle DématRH, qui va vous permettre de bénéficier du dossier individuel collaborateur, d'avoir ce fameux, on l'appelle le bureau de poste, qui permet donc de traiter l'envoi en masse de documents. J'ai pris l'exemple du bulletin de paye, mais nos clients l'utilisent également pour envoyer les nets fiscaux, pour envoyer des primes d'intéressement, tout type de documents, et d'accélérer en fait leur diffusion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les processus sont totalement synchrones, c'est-à-dire qu'une personne, un client, le gestionnaire se connecte, charge son fichier de bulletin de paye. À partir du moment où il lance la validation, le traitement des bulletins de paye s'opère de manière en temps réel et un salarié qui a opté pour la dématérialisation va recevoir quasiment instantanément son bulletin de paye dans son coffre-fort. Il va être notifié par mail que son bulletin est arrivé dans son coffre, qu'il peut le consulter, alors que ceux qui sont restés au papier, ils attendront le délai de la poste. Donc voilà ce premier exemple pour dématérialiser en masse les envois des documents RH aux collaborateurs. Le second exemple concerne un petit peu la digitalisation des processus de onboarding et de signature électronique des contrats. Et là, encore une fois, avec cette évolutivité que propose ce modèle SaaS, c'est que soit je veux simplement faire signer électroniquement mon contrat, pour des raisons comme j'ai pu l'expliquer avec le cas de l'intérim tout à l'heure, ou je veux aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je gère, aujourd'hui j'ai 50 modèles de contrats qui sont sous Word, qui sont remplis à chaque fois à la main. On a la possibilité de créer, de mettre à disposition ce qu'on appelle un assistant à la création du contrat. Donc à partir d'une bibliothèque de contrats, à partir de vos modèles de contrats, on va pouvoir automatiser la rédaction et la saisie de ces contrats, donc d'avoir une pré-saisie de tous les éléments. On est connecté au SIRH, le gestionnaire choisit le modèle de contrat, choisit le salarié, et on va implémenter, générer de manière automatique un contrat finalisé à partir des données qu'on a récupérées de la paye et du SIRH. Et à partir de là, l'utilisateur OK valide. On peut enchaîner sur la mise en place de workflow de signataires, si je peux avoir plusieurs signataires en interne qui doivent valider le contrat avant son envoi au signataire salarié. Donc toute cette partie-là peut être complètement digitalisée pour accélérer un petit peu le traitement du contrat. Et on peut y associer également donc ce process de onboarding, c'est-à-dire la récolte et la collecte de pièces justificatives. Je veux faire signer mon contrat, mais je veux aussi que mon salarié puisse me transmettre de manière électronique sa carte d'identité, son permis de conduire, son diplôme, son attestation de carte vitale, de sorte à créer nativement un dossier collaborateur en électronique. On n'est même plus dans la dématérialisation, on est dans la non-matérialisation, puisque on va pouvoir couvrir toute la durée de vie du collaborateur dans l'entreprise. Il va rentrer dans l'entreprise, il aura signé son contrat de travail en électronique. On aura pu également rajouter dans ce contrat électronique le fait qu'il accepte de recevoir un bulletin de paie électronique. Il pourra uploader de manière digitale tous ces documents. Et moi, côté RH, je vais avoir un e-dossier qui est électronique, plus de papier. Je vais récupérer son contrat de travail signé électroniquement. Et lui, de son côté, retrouvera l'ensemble de ces éléments dans son coffre-fort salarié. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Alors je passe un petit peu sur le détail, mais tout ce process-là va être couplé avec de l'archivage à la Caisse des dépôts pour les deux parties, un archivage du contrat. On va avoir également la possibilité de retrouver d'autres fonctionnalités dans le coffre, mais on pourrait y revenir par la suite si vous avez des questions. Donc voilà un petit peu pour cette partie sur le mode SaaS et les intérêts qu'il apporte dans cette digitalisation RH. En termes de grandes conclusions, concrètement on va faire un rappel.
Si je récapitule, pour réussir sa transformation digitale et dans la fonction RH, il y a vraiment 3 points qui sont importants. Il faut d'abord oser évoluer, il faut savoir repenser son organisation, être capable de faire un état des lieux et choisir sa voie, choisir les process à dématérialiser dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Il faut ensuite bâtir une stratégie au niveau RH en fonction des enjeux et donc des priorités de l'entreprise et surtout penser la dématérialisation et la digitalisation comme un moyen, comme une opportunité et jamais comme une finalité. On ne va pas faire de la digitalisation. Digitalisation, c'est là pour répondre véritablement à un besoin. Troisième point, se préparer. En tant que RH, il faut être l'accompagnateur de la transformation digitale. Donc je reprends mes 3 points qui sont pour moi fondamentaux, la communication, la formation et l'accompagnement, qui sont indissociables de tout projet de transformation digitale. Et vous, RH, vous êtes vraiment les leaders sur ce sujet. Vous devez prendre à bras le corps ce sujet. Vous devez être vraiment le moteur de la transformation digitale dans l'entreprise et dans votre service. Toujours pareil, pour rendre un petit peu plus concret, comment avoir une expérience réussie, il faut bien choisir son partenaire de digitalisation. Alors premier point, aujourd'hui, vous devez faire appel à un tiers de confiance. Ça me paraît légitime, c'est-à-dire qu'au-delà de la solution technique, au-delà de l'outillage, vous devez trouver le partenaire qui va vous accompagner et qui va vous apporter une conformité juridique. C'est à mon sens très important, d'autant plus quand on est sur des modes SaaS, il faut derrière que le partenaire puisse apporter des engagements. Deuxième point, il vaut mieux utiliser des solutions qui sont éprouvées et qui restent évolutives. Parlez-en avec vos pairs, échangez avec les entreprises qui ont déjà mis en place ce type de solution, demandez des retours d'expérience. C'est vraiment, à mon sens, très important. Bon, on en trouve beaucoup aujourd'hui des retours d'expérience sur Internet, mais je pense qu'il est important aussi d'aller consulter ses pairs, d'aller consulter ses homologues ou même d'aller discuter avec des sociétés qui ont été précurseurs dans ces domaines-là, qui ont été les early adopters, pour bénéficier concrètement de retours d'expérience. Et puis le dernier point, il faut trouver le partenaire qui est à l'écoute. Pour moi, l'écoute, la proximité et la réactivité, c'est ce qu'on attend aussi de la digitalisation. Je veux optimiser mes process pour avoir plus de proximité avec mes collaborateurs, pour avoir plus de réactivité, pour pouvoir leur répondre plus efficacement, pour leur apporter une satisfaction et pour les fidéliser. Donc, à minima, c'est ce qu'on attend d'un projet de dématérialisation. Et donc, le partenaire doit pouvoir, lui aussi, avoir ses valeurs dans ce qu'il vous propose. Le dernier point, et pour moi c'est pas le moindre, c'est au niveau des engagements. Je parlais tout à l'heure du mode SaaS. En effet, à minima aujourd'hui, quand on se lance dans une transformation digitale de la fonction RH, la solution et le partenaire doivent apporter des engagements forts. Une obligation de résultat sur l'archivage des données, quand on archive un bulletin de paye, un contrat de travail, et quand on s'engage à dire que le salarié aura accès à son bulletin de paye pendant 50 ans, qu'il aura accès à son contrat de travail même s'il ne fait plus partie de la société, il aura toujours accès à son coffre-fort. Il faut une obligation de résultat versus une obligation de moyens. Donc ça me paraît très important. De la même manière, toujours par rapport à ce mode SaaS, la sécurité et la disponibilité de l'application sont à mon sens très importantes. Alors chez Primobox, aujourd'hui on s'engage sur un taux de disponibilité de l'application de 99,85% en 7/7 24/24. Et puis dernier point, là encore une fois, la confidentialité et la réversibilité. La confidentialité, ça tombe sous le sens, mais encore faut-il le rappeler. On héberge des données qui sont plus qu'ailleurs en France considérées comme très sensibles au niveau de la paye. Et puis la réversibilité, puisque quoi qu'il en soit, vous êtes propriétaire de vos données et que à tout moment, sur simple demande, vous puissiez obtenir du partenaire la récupération de ces données, soit parce que vous voulez changer de partenaire, soit parce que vous êtes dans votre bon droit. Voilà, sur cette partie.
Super, merci beaucoup. Alors, on va passer à la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, donc il y a des gens qui ont déjà posé des questions, mais continuez à poser vos questions donc, par le chat de la plateforme. Comme ça, on pourra essayer de coller au mieux aux questions, à vos interrogations. Donc, on a quelques questions qui sont déjà arrivées. Donc là, qui concerne en fait la dématérialisation des bulletins de paye. Donc il y en a une sur le temps de mise en place en fait. Combien de temps faut-il compter pour la mise en place de projets de dématérialisation des bulletins de paye? Donc Jean-Christophe. Alors oui, c'est une question pour Primobox. Le temps de mise en place pour un projet des bulletins de paye va prendre en compte plusieurs choses. Bon, c'est sûrement un des process les plus simples à mettre en œuvre selon moi, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise au niveau des effectifs. D'un point de vue technique, et sans vulgariser, je pense qu'en une semaine, 15 jours, en termes techniques, c'est quelque chose qui est opérationnel. La phase la plus importante pour moi, on revient un petit peu à ce que je disais en préambule, c'est la phase de communication, d'accompagnement en interne, qui passe par la présentation de ces solutions, des avantages de cette solution aux représentants du personnel, aux salariés. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être faites en amont et qui doivent être faites également en aval, à travers donc des communications, à travers des présentations, donc soit de manière présentielle, à travers des sites web explicatifs pour expliquer les avantages du bulletin de paie électronique et du coffre-fort. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne, on va dire 1 mois, si on a des allers-retours efficaces entre le client et Primobox, il faut compter 1 mois pour mettre en place une dématérialisation des bulletins de paye, sachant que on propose par défaut, pour alléger l'entreprise, le recueil du choix des collaborateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, avec votre bâton de pèlerin, qui allez recueillir le choix de chacun. On a une interface qui permet aux collaborateurs de s'exprimer, de dire s'il veut un bulletin de paie électronique ou papier. Cette interface est disponible en permanence, le choix est totalement réversible. Donc ça, c'est vraiment pour coller à ce que nous demande la loi. Et puis à partir de là, effectivement, entre les phases de test et recettes, on peut démarrer un projet en réel et en prod en l'espace d'1 mois. Parfait, merci. Je pense que la réponse a bien été répondue. Une autre question, je pense que c'est également pour Primobox. Pouvez-vous nous en dire plus sur le coffre-fort salarié? Oui, alors le coffre-fort salarié, donc qui s'appelle MyPrimobox chez nous, c'est un espace complètement personnel, qui appartient totalement aux collaborateurs. L'employeur n'y a jamais accès. C'est un espace sécurisé dans lequel il va retrouver de manière automatique, s'il en a fait le choix, son bulletin de paye classé, mais aussi les autres documents transmis par son employeur. Alors en fonction de la typologie des documents, ils vont être archivés de manière plus ou moins longue dans ce coffre-fort. Si je parle du bulletin de paye, aujourd'hui on fait du 50 ans, donc il est archivé 50 ans à la Caisse des dépôts dans ce coffre-fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce coffre n'est pas simplement un espace de consultation des documents transmis par mon employeur, puisque le salarié bénéficie également d'un espace de stockage supplémentaire pour ses documents personnels. Il va y retrouver d'autres fonctionnalités. Depuis votre coffre, vous pouvez notamment, on appelle ça des connecteurs, vous pouvez connecter vos autres espaces web avec votre coffre, de façon à récupérer automatiquement, par exemple, votre facture de téléphone, votre facture d'énergie, votre déclaration d'impôt, pour qu'elle arrive automatiquement classée dans votre coffre. Donc il y a plein de fonctionnalités. Là encore une fois, l'idée c'est d'apporter de l'usage et pas simplement qu'on ait une boîte où je vais recevoir simplement mon bulletin de paye. Et dernier point qui est très important, je disais qu'il appartient aux collaborateurs, et il y a deux autres choses qui sont très importantes. C'est c'est totalement gratuit pour le collaborateur, et surtout il le conserve à vie, même s'il venait à quitter l'entreprise. Merci beaucoup. Là, j'ai une question un peu plus générale sur les contraintes juridiques concernant la digitalisation RH. Oui, je reprends. Alors, au niveau des contraintes juridiques, aujourd'hui, il faut savoir que le seul document que je ne pourrais pas envoyer de manière automatique en électronique, c'est le bulletin de paye. Alors ça a peut-être changé avec le projet de loi El Khomri, mais aujourd'hui c'est véritablement le seul document RH que je ne peux pas envoyer
en électronique sans l'accord préalable du collaborateur. Pour tous les autres documents, il n'y a, j'ai envie de dire, aucune contrainte, puisque vous pouvez décider du jour au lendemain de dire bah, chez nous, on signe un contrat de travail en électronique. Et donc ça, effectivement, c'est très important parce que on voit que les freins, ils sont pas au niveau du contexte légal. On est vraiment, je disais tout à l'heure, on est passé du devoir, enfin du droit de dématérialiser dans les débuts des années 2000 à un véritable devoir de dématérialiser, puisqu'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, il n'y a aucune contrainte. Parfait, merci beaucoup. Alors là, une question sur les coûts. Donc, combien coûte un bulletin électronique? Alors, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Mais... Donc, en fait, un bulletin électronique, ça dépend si on va avoir, si c'est en mode, je dirais, si on est déjà dans un mode d'externalisation auprès d'HRPass, on va dire que c'est un coût additionnel à vos services je dirais, qui coûte aux alentours, on va dire, d'1 €. Hein. Donc on n'est pas sur des tarifs très élevés, puisqu'on va économiser toute la problématique, si vous voulez, d'envoi par la poste, d'acheminement, d'impression, de mise sous pli, de timbre, etc. Voilà. En fonction de la volumétrie, bien évidemment, on va avoir des différences, et si c'est monopage, multipage, etc. Voilà. J'ai une autre question. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'effectivement un salarié gardait son coffre-fort quand il changeait d'entreprise. Donc, comment gérer 1, puis 2, puis 3 coffres-forts électroniques au fil des changements de société? Y a-t-il un format commun à tous les éditeurs de coffre-forts? Quelle durée de conservation pour les anciens documents? Alors c'est une très bonne question et qui revient de plus en plus, comme quoi la digitalisation est un vrai sujet. Aujourd'hui, il n'existe pas de normes entre les différents prestataires, éditeurs de solutions de coffre-fort électronique. On va prendre l'exemple de Primobox, vous avez un coffre-fort Primobox, MyPrimobox, vous quittez votre société et vous êtes embauché dans une société qui utilise également Primobox. Donc là, c'est la solution idéale, puisque effectivement, vous allez pouvoir utiliser votre coffre existant et on va effectivement pas avoir un deuxième coffre-fort. Maintenant, si vous arrivez dans une société qui utilise une solution autre, aujourd'hui, la seule possibilité qu'a le salarié, c'est soit de continuer à utiliser son ancien coffre et donc de vider le coffre qu'il va avoir avec son nouveau employeur et de transférer, enfin, ou en tout cas de faire vice-versa, de choisir un des deux coffres. On n'a pas d'interopérabilité. Alors c'est des sujets importants et Primobox y participe notamment au sein de l'AFNOR et de la FNTC. On milite un petit peu pour mettre en place ce qu'on appelle un RIC, un relevé d'identité coffre-fort, au même titre qu'un RIB. C'est-à-dire que vous arrivez dans une société, vous dites moi j'ai un coffre, voilà mon RIC, et je veux que ça soit envoyé dans ce coffre. Ça fait partie des évolutions, c'est quelque chose qui viendra forcément. Le marché se faisant et le taux d'équipement au niveau des coffres étant de plus en plus croissant, le législateur va à un moment donné s'emparer de cette question et poussera un petit peu les solutions. Mais aujourd'hui, on a un petit peu des acteurs qui freinent des pieds, tout simplement parce que on a des gens qui vendent que du coffre et que s'ils deviennent interopérables, ils signent un petit peu leur mort. Donc ces questions d'interopérabilité sont parfaitement légitimes et il va de soi que on change de plus en plus d'employeurs. Alors l'objectif, c'est pas de se retrouver avec 10 coffres à la fin de sa carrière. Oui, en complément, on a connu il y a une dizaine d'années les mêmes problématiques sur la dématérialisation des factures, hein, avec un certain nombre d'opérateurs. Et je dirais, plus que le législateur, il y a eu aussi les grands donneurs d'ordre qui ont poussé et qui ont obligé les opérateurs à avoir, je dirais, une interopérabilité. Donc je pense qu'on a un double phénomène à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut récupérer, quand nous on prend au niveau HRPass un nouveau client en niveau de service, hein, on peut bien évidemment, on a des clients qui ont un ensemble historique avec des salariés qui ont des historiques sur les coffres-forts, on peut récupérer ces éléments-là dans les nouveaux coffres-forts pour leur simplifier la vie, mais je dirais c'est des grands donneurs d'ordre qui aussi pousseront à une interopérabilité comme on a pu le voir dans d'autres domaines. Merci beaucoup. Alors là, normalement, ça devrait être la dernière question. Donc la dernière question, c'est en moyenne, quelle est la taille en fait de vos clients? Donc je pense que c'est les clients respectifs d'Univerpay ou d'HRPass et de Primobox.
Alors, nos clients, je dirais de manière globale, on va, étant donné que sur HRPass, on a des clients sur tous les segments de marché avec des entités qui les gèrent, nos petits clients, on a des petits clients avec 10 bulletins, avec 10 salariés et des grands clients avec 50 000 salariés, voire 110 000 pour certains. Donc je dirais, il n'y a pas de taille particulière, je dirais, pour adresser ces marchés-là et pour répondre à ces besoins. Je dirais qu'en dématérialisation, on a des petits clients d'une trentaine de salariés qui ont fait ces démarches-là, et on a des plus gros clients, des grosses PME ou des grandes entreprises qui font ces démarches-là. Donc c'est vrai que, je dirais, il n'y a pas une volonté de taille qui n'implique pas, je dirais, le fait de mettre en œuvre ces services. Côté Primobox, au niveau de, alors si on parle sur la partie RH, effectivement, la taille d'effectif, le plus petit client fait 50 payes, le plus gros autour de 25 000, sachant qu'aujourd'hui, on s'adresse principalement à des entreprises qui ont une taille entre 150 et 5000 collaborateurs. Après, c'est vrai que la taille, au final, le nombre de bulletins, n'affecte pas ou n'impacte pas la mise en place. Donc comme ce sont des solutions plug and play, au final, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent accéder à ces solutions, et donc du coup on a un petit peu des tailles de clients assez différentes. Parfait, merci beaucoup. Apparemment, on a fait le tour de toutes les questions qui étaient sur le chat. Donc vous allez recevoir donc, en suivi un mail pour vous remercier de votre attention, et puis vous pourrez donner encore des commentaires, éventuellement poser des questions. Autrement, écoutez, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain WebSem le mois prochain. Donc si vous avez dû certainement vous inscrire, sinon on en profitera pour vous demander si vous voulez vous inscrire sur la deuxième session. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup aux intervenants, et donc on se retrouve certainement pour le prochain épisode. Merci, au revoir.